Merci de m'avoir accordé la parole. Notre communication de ce jour va porter sur les principales techniques de chéloplastie dans les fentes unilatérales. Je vais aborder cette communication suivant le plan-ci. Après une introduction, je vais parler de l'historique de la chirurgie des fentes labio-labiales. Après quelques bases d'anatomo-clinique, je vais m'étendre sur le traitement chirurgical où, après cela, nous parlerons des indications et des contre-indications de cette chirurgie. À quel moment intervenir? Enfin, nous allons conclure. Nous entendons par fente labiale les malformations congénitales qui se caractérisent par une solution de continuité au niveau des tissus de la face, les tissus labiales, narinaires et alvéolaires. Ces fentes sont en fait dues à un défaut de coalescence des bourgeons de la face qui surviennent à partir de la 4e jusqu'à la 7e semaine de la vie intra-utérine. Si chez les caucasiens, nous avons une fente pour 750 naissances, chez les Africains noirs, nous avons une fente pour 2000 naissances. Plusieurs causes sont à la base de ces malformations congénitales à type de fente labiale. Nous avons par exemple la génétique et nous avons aussi les facteurs environnementaux qui sont les causes de ces fentes. Ces fentes occasionnent plusieurs préjudices, aussi bien dans les familles qu'au niveau de l'entourage. Des préjudices esthétiques, des préjudices fonctionnels, aussi bien au moment de l'alimentation, de l'audition, de la phonation et de la respiration. Ces fentes occasionnent des préjudices émotionnels, psychotraumatiques et socio-professionnels. D'où l'importance de la chirurgie dans la prise en charge de ces fentes. Bien que nous savons que la prise en charge de ces fentes, elle est généralement pluridisciplinaire, mais la chirurgie occupe une place de choix. Passons maintenant à l'historique. Effectivement, le traitement de ces fentes labiales ne s'est pas fait d'un seul coup. Ça a été un long processus. C'est-à-dire qu'on a commencé progressivement par la suture simple. En avivant les berges de la fente, par les médecins chinois, ils ont commencé en faisant les sutures simples. Juste aviver les berges de la fente et faire la suture simple. En passant par Miro qui après allait combler le défect en utilisant la berge interne et Vaux à partir de la suture en ligne droite, nous sommes arrivés alors à la période de Monsieur le Mesurier, de Tennyson et de Miller, qui ont utilisé les lambeaux pour réparer les fentes labiales, en utilisant les lambeaux, c'est-à-dire la chirurgie plastique. Quelques bases anatomo-cliniques de ces fentes labiales. Nous avons devant nous, sur ce slide-ci, l'anatomie d'une lèvre normale et de l'autre côté, une lèvre avec une fente unilatérale complète. Nous remarquons déjà que au niveau de la lèvre normale, tous les éléments anatomiques sont en place, c'est-à-dire nous avons la ligne cutanéo-muqueuse, nous avons l'arc de Cupidon, nous avons la crête filtrale, le philtrum, l'aile du nez, la columelle et le dône. Mais au niveau de la fente labiale complète, qu'est-ce que nous voyons? Nous voyons déjà qu'il y a une déviation de la columelle du côté sain, l'aile narinaire est étalée, on voit que la ligne cutanéo-muqueuse est fondue, c'est-à-dire la lèvre est fondue en deux, et une partie, c'est la berge interne, et l'autre partie, c'est la berge externe. Et nous voyons comment est-ce que l'os alvéolaire aussi est fondu avec
déviation de fragments alvéolaires. Tout cela va avoir un rôle primordial lorsque nous allons commencer notre chirurgie. Ces éléments anatomiques qui sont déformés, qui ne sont plus en position normale, nous aurons pour devoir de les remettre en position normale. Il en est de même pour l'insection des muscles labiaux. Nous voyons comment est-ce que dans l'anatomie de la fente normale, de la bouche, comment est-ce que les muscles d'insertion se fait. Et lorsque nous avons une fente labiale, comment est-ce que l'insertion des muscles est faite de manière anormale? Comment est-ce que les muscles de la sangle nasale et buccale sont comme affaissés? Par rapport à la forme clinique, nous avons plusieurs formes des fentes labiales. Nous avons par exemple les formes fustes, telles que à l'encoche chez ce patient, si nous voyons l'encoche du vermillon, le tissu fibré de la lèvre et du plancher narinaire. Nous voyons au niveau de la lèvre et du plancher narinaire, nous voyons aussi qu'il y a une ptose discrète au niveau du cartilage alaire. Dans les formes incomplètes, la fente a de longueur variable parce qu'on note la présence de la bande de Simonard et on a une ptose moyenne du cartilage alaire. Pour ce qui est la forme clinique dans les fentes complètes, nous remarquons qu'il y a une solution de continuité au niveau de la lèvre, du plancher narinaire et de l'os alvéolaire. La position des segments alvéolaires varie, avec une ptose cette fois-ci sévère au niveau du cartilage alaire. Voici par exemple, dans ce slide-ci, nous voyons comment est-ce que les segments alvéolaires peuvent se positionner par rapport à la fente labiale complète. Donc, on peut avoir que l'os alvéolaire, les fragments alvéolaires peuvent être larges ou étroites avec collapse ou non, c'est-à-dire déviation des fragments. Alors, en ce qui concerne le traitement chirurgical, je l'ai dit tantôt tout à l'heure que le traitement chirurgical ne s'est pas réalisé de but en blanc, du jour au lendemain. Ça a été un processus progressif par rapport aux auteurs, par rapport à la manière dont chacun, par rapport au cas qu'il recevait, a essayé de traiter ces fentes. C'est ainsi que, quel est l'objectif que nous attendons lorsque nous traitons chirurgicalement les fentes? L'objectif, quels sont les objectifs? Nous avons, premièrement, notre but premier, c'est de restaurer la morphologie normale de la lèvre et du nez, restaurer les équilibres musculaires et restaurer les fonctions physiologiques afin de fournir les conditions optimales pour le développement de la dentition, de la mastication, de la parole, de la respiration et en fait du statut psychosocial de nos patients. Et pour cela, quelles techniques nous allons utiliser? Quelles sont les techniques qui sont à notre portée pour résoudre ce problème? Nous avons deux techniques de base pour la réparation de ces fentes. Nous avons les opérations non plastiques. Ça, c'était au départ. Les opérations non plastiques sont dues, comment nous le faisons? C'est juste la fermeture en ligne droite. C'est-à-dire qu'on n'utilise pas la plastie en Z ou quoi que ce soit, c'est juste l'incision des berges de la fente et la suture en ligne droite. Et nous avons les opérations plastiques à l'ombre. Généralement, c'est la Z plastique. Nous avons la technique de Tennyson, la technique de Le Mesurier et celle de Millard. Dans la technique de Rose Thompson, ça, ce sont déjà les techniques, les opérations non plastiques, les sutures directes. Nous avons la technique de Rose Thompson. Quel est le principe de cette technique? Ici,
on fait juste des tracés incurvés le long des deux berges. Et les tracés étant incurvés, ça permet de rabaisser la ligne cutanéo-muqueuse et après, on fait la suture, ça devient alors une suture droite. Après, nous avons maintenant passé aux opérations plastiques à lambeaux. Nous avons le chef de file, la technique de le mesurier, en 1949. Quel est le principe de cette chirurgie de Monsieur le mesurier? Ici, il se passe que nous devons basculer dans la berge interne de la fente un lambeau quadrilatère ou rectangulaire prélevé dans la berge externe pour donner à la lèvre une hauteur normale. Nous avons dans ce slide-ci le tracé des incisions. Et nous voyons comment est-ce que l'incision est réalisée et la suture après l'incision. Quels sont les avantages de la technique de le mesurier? Nous avons un apport de tissu en largeur et diminution de la tension de la suture au niveau inférieur. Nous avons une bonne orientation des fibres musculaires et une bonne ouverture de la lèvre, assurant ainsi une bonne dynamique labiale. La cicatrice verticale respecte à peu près la crête filtrale. En ce qui concerne les inconvénients, la ligne cutanéo-muqueuse est plus courte du côté fondu et du côté sain que du côté sain. La cicatrice barre le philtrum. Le sacrifice de l'arc de Cupidon naturel est d'une partie non négligeable de la ligne cutanéo-muqueuse. Le sommet de l'arc de Cupidon est attiré du côté fondu, créant alors une asymétrie disgracieuse. Nous avons la deuxième technique, c'est celle de Tennyson. Le principe de la technique de Tennyson, c'est d'abaisser la ligne cutanéo-muqueuse de la berge interne pour placer dans l'arc de Cupidon en situation normale. La brèche qui résulte de cet abaissement sera comblée par un lambeau triangulaire, pris au niveau de la berge externe. Voici la technique de Tennyson illustrée. Nous avons l'incision au niveau du sommet de l'arc de Cupidon, du côté de la fente, l'incision, et nous voyons comment est-ce que le lambeau triangulaire de la berge externe est basculé au niveau de la berge interne. Voici la technique de Tennyson. Quels sont les avantages de la technique de Tennyson? Ici, nous avons l'arc de Cupidon qui est respecté. Nous avons les fibres musculaires de l'orbiculaire qui sont bien orientées. Seulement, il y a aussi des inconvénients, lesquels l'incision de la berge interne coupe le philtrum, le lambeau triangulaire peut être de dimension importante et la dynamique labiale est ou ne peut ou ne pas être satisfaisante. La technique de scoop. Ici, l'hémilèvre interne est allongé par deux petits lambeaux triangulaires, taillés à la partie supérieure et à la partie inférieure de l'hémilèvre externe. Nous avons encore ici le repère de Scoot, le tracé des incisions et les deux triangles, le lambeau triangulaire en haut au niveau de la colonne, au niveau de la base du philtrum du côté de la fente. Quels sont les avantages de cette technique? Ici, nous avons les cicatrices opératoires qui sont peu visibles. Seulement, la préparation de ces deux lambeaux peut nécessiter l'excision d'une aire relativement plus étendue. Nous avons maintenant la technique de Millard. La technique de Millard, qui est la technique, le procédé de rotation-avancement. Ici, le principe de la technique de Millard, c'est de redonner au niveau de la région filtrale du côté fondu
de la hauteur par une incision transversale qui permet d'abaisser la ligne cutanéo-muqueuse. Alors, la perte de substance est comblée par un lambeau triangulaire qui est taillé dans la berge externe. Ce procédé, il est dit rotation-avancement. Voici comment est-ce que les lignes d'incision sont réalisées. Nous avons le lambeau de rotation, le lambeau columulaire et le lambeau d'avancement. Et de l'autre côté, nous voyons comment se font les sutures et comment est-ce que la ligne cutanéo-muqueuse est rétablie ou comment est-ce que le sommet de l'arc de Cupidon sont devenus égales. Quels sont les avantages? Les avantages de cette technique, c'est que le philtrome est ménagé par l'incision de la berge interne, le respect de la quasi-totalité des tissus qui bordent la fente et l'enroulement narinaire est satisfaisant. Quels sont les inconvénients alors? La cicatrice barre le seuil narinaire et la dynamique labiale est insuffisante. Ici, nous avons la technique de Millard 1. La technique de Millard 1, c'est la première technique de Millard et la technique de Millard 2, c'est la technique de Millard modifiée avec le bar cut. Ici, au niveau de la technique de Millard 1, nous voyons comment est-ce qu'on fait le tracé sur le patient avec les différents lambeaux. Nous avons le tracé toujours de l'incision sur le patient. Ici, nous avons les incisions qui sont réalisées. Et là, la dissection des lambeaux et la suture. Nous avons le cas d'un de nos patients que nous avons opéré à l'hôpital central des armées, en préopératoire et en post-opératoire, la technique de Millard. Et celui-ci aussi, c'est un de nos patients que nous avons opéré dans notre hôpital. Nous avons utilisé la technique de Millard. Et en plus de ces techniques dont je viens de parler tout à l'heure, les techniques principales, en fait les techniques de base, il y a des techniques actuelles. Et les techniques actuelles, ce sont des techniques qui dérivent de la technique de Millard. Parce que dans ces techniques actuelles, en plus de la chéloplastie, c'est-à-dire la réparation de la lèvre, on réalise aussi une rhinoplastie. Et c'est ainsi que dans les techniques actuelles, nous avons par exemple la technique de Salier-Kay. La technique de Salier-Kay, qu'est-ce qui se passe dans cette technique? Contrairement à la technique de Millard où on réalisait une incision transversale au niveau de l'aile narinaire, la technique de Salier, qu'est-ce que nous faisons pendant cette technique? L'incision est intranasale pour nous permettre de réaliser en ce moment-là une rhinoplastie. Toutes ces méthodes permettent toujours d'améliorer les résultats. Alors, à quel moment est-ce que nous pensons que nous devons opérer nos malades? Effectivement, comme je le disais tantôt, tout enfant né d'une fente labiale, dans n'importe quelle condition, dans n'importe quelle famille, et je passerai en ce moment précis, j'en profite pour remercier Smile Train, parce que c'est grâce au programme de Smile Train que je peux dire que dans notre pays, aujourd'hui, par rapport aux indications, tout enfant qui présente une fente labiale peut être opéré. Oui, avant, ce n'était pas le cas. Mais aujourd'hui, tout enfant présentant une fente labiale est et devrait être opéré. Seulement, tout l'enfant doit être opéré, devrait être opéré. Mais seulement, il faut respecter certaines conditions. C'est pour cela qu'il y a des fois des contre-indications qui sont parfois temporaires. Nous avons par exemple le cas de la malnutrition. Généralement, ces enfants qui naissent avec les fentes labiales, ils sortent des familles démunies et généralement, ils sont malnutris. Ça, la malnutrition peut être une des causes de contre-indication momentanée, passagère, le temps qu'on puisse remettre l'enfant en état d'être opéré. L'anémie, généralement, les enfants malnutris sont anémiés. Un enfant anémié
ne peut pas être opéré. On va surseoir l'intervention. Et plusieurs pathologies pédiatriques. Les enfants qui présentent plusieurs pathologies pédiatriques, les infections respiratoires, ne peuvent pas, en ce moment, ne peuvent pas être opérés. On surseoit l'intervention. Toute pathologie pédiatrique qui entraîne une incapacité à tolérer l'anesthésie générale devient une contre-indication pour ces fentes labiales, pour le traitement chirurgical de ces fentes labiales. Nous avons aussi les anomalies cardiaques. Et à quel moment nous pouvons opérer nos patients? C'est pour, hein? Nous pouvons opérer nos patients à quel moment? Effectivement, il y a il n'y a pas de consensus pour le moment idéal de l'intervention. Chaque chirurgien, chaque praticien, par rapport à son expérience personnelle, essaie de trouver le moment idéal pour la réparation de la lèvre. Mais il y a au moins la règle des 3-10 qui permet d'aider tant mieux que mal les chirurgiens que nous sommes pour le choix du moment de l'intervention. La règle des 3-10, c'est laquelle? 10 grammes d'hémoglobine. Lorsqu'on demande une numération, on voit que le malade a approximativement 10 grammes d'hémoglobine, nous pouvons l'opérer. L'âge moyen du malade, 10 semaines, c'est-à-dire 2 mois et demi. Lorsque le patient présente peut avoir à peu près 2 mois et demi, nous pouvons l'opérer. Et le poids, 10 pounds, environ 4,55 kg. En ce moment-là, nous pouvons opérer notre malade. Mais, qu'à cela ne tienne, la plupart des auteurs préconisent la reconstruction de la lèvre entre 2 et 6 mois. En conclusion, qu'est-ce que je peux dire? En conclusion, je pourrais dire que les fentes labiales, ce sont des malformations congénitales les plus fréquentes de l'extrémité céphalique. On peut même dire que c'est la première des malformations de la face. Le traitement, il est pluridisciplinaire, mais la chirurgie occupe une place prépondérante dans la prise en charge de ces patients. Plusieurs techniques sont mises en œuvre. Plusieurs techniques sont utilisées. Les principales techniques, c'est-à-dire la plastie, la chirurgie avec les plastiques en lambeaux. Et aujourd'hui, actuellement, nous avons les techniques qui, en même temps, associent la chéloplastie et la rhinoplastie. Mais toutes ces techniques concourent à un seul but, celui de permettre une réparation labiale sans ou avec peu de séquelles et une récupération des fonctions pour une intégration psychosociale de nos enfants. Je vous remercie. Good morning, everyone. Good morning, everyone. I'm Dr. Oben, your moderator for today. I want to thank first SMITRAIN and West African College of Surgeons for bringing us together again. I want to thank Professor Adebola Adetokunbo for sitting in for me while I was absent. I had some little things to do and I had to come late. I'm so sorry about that. Dr. Chiedas, merci beaucoup pour votre présentation. C'était un merveille, plusieurs techniques que vous avez bien décrit. C'était une merveille. Nous sommes vraiment très contents. Je suis sûr qu'il y a des questions que les gens sont déjà avec des observations que les gens ont déjà posées et nous, on va essayer de regarder à cette question-là. I want to say thank you, Dr. Chiedas, for your brilliant presentation of the various techniques
We all know that clefs has to do with a lot of techniques, and you've done such a wonderful presentation this morning, brilliant presentation. We are so happy, and you can see this from the number of observations and what people are saying about what you've just done. But first, there are some questions which have come up on the chat room that I would like to ask you. The first question is from Adetunji, Dr. Adetunji. He says, have you ever run into problems of microsomia post-cleft lip repair? Est-ce que vous avez déjà rencontré des problèmes de microsomie post-kiloplasty? Have you ever come across the problem of microsomia after or post-cleft lip repair? Dr. Chedas. Merci de m'avoir accordé la parole. Dans les fentes unilatérales, depuis que j'ai commencé à opérer les fentes labiales unilatérales, je n'ai pas encore eu cette complication-là. Je n'ai pas encore obtenu la complication de microstomie dans les fentes, dans le traitement chirurgical des fentes labiales unilatérales. Non. Okay, from what Dr. Chede has just said, that she has not yet come across the problem of macrosomia. Macro-microstomie. Post-op. Microstomie, non? Microstomie, oui. Oui. Non. Oui. Vous avez déjà eu ça? J'ai pas encore eu ça. Okay. J'ai pas encore eu le cas de microstomie. So she has not yet had that occurrence to her. Is there anybody in the chat room, is there anybody in this forum who has had microsomia after lip repair? Is anybody? You can just send your comments on the chat room. We would like to read your comment and see what it is. Dr. Chida, il y a aussi une autre question qui vient de Dr. Steve Mpoyo. Dr. Steve Mpoyo veut savoir, il dit, ma question est de savoir par rapport à toutes ces techniques présentées par Dr. Chidas et à partir de sa riche expérience, quelle est la technique la plus au moins simple pour un praticien qui est à ses débuts? So, Dr. Chidas, you've gotten his question. Est-ce que tu as eu sa question? Quelle est la technique plus simple au moins pour quelqu'un qui vient juste de commencer? What is the technique after your rich experience of techniques that you have presented? Dr. Steve wants to know what is the very simple technique that a young surgeon can do at the very beginning. Over to you, Dr. Steve. Merci de m'avoir accordé la parole. Effectivement, dans la pratique quotidienne, d'après mon expérience, je pense que pour un chirurgien qui vient commencer qui veut commencer, la technique la plus facile serait peut-être le lambeau triangulaire de Tennyson. Pour moi, c'est ce que je pense. Well, thank you, Dr. Chidas. Does anybody have anything to say? Dr. Chidas says for her, if someone is starting, the simplest thing to do is Tennyson. Ah la la, Tennyson. Is Professor Adek Tokumbo there? Please, do you have anything to say about this? Well, I think the Tennyson is because of the measurement. That's why for a beginner, you can do all these measurements. With the Millard, it's a free cut. So if you really want to teach, you now use these measurements that you do, and then that can be done for real beginners. So that's, I think, I start. Okay. Thank you, Prof. Thank you, Prof. Dr. Chidas, tu as bien compris ce qu'il a dit. Pour nous, Qu'est-ce qu'il a dit? Oui, il a dit, pour quelqu'un qui est au début, comme vous avez dit, qu'il est d'accord avec votre réponse, comme Tennyson, c'est une méthode géométrique. Dès qu'on a déjà dessiné, tu n'as pas besoin de réfléchir, il faut juste couper et suturer. C'est très simple pour un débutant. Mais si quelqu'un, parce que la technique de Millard, c'est le freehand. Le freehand, ça veut dire que
tu coupes selon votre, ça dépend beaucoup de l'expérience du chirurgien. Que le professeur professeur Debola dit, il est d'accord avec ce que vous venez de dire. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a encore des questions? Bon, il y a quelqu'un qui vient de dire, macrosomia may be encountered following bilateral repair. It is very rare following unilateral repair. C'est Dr. Adeji Sunday qui vient de répondre. Il dit la macrostomie, on peut rencontrer ça quand vous avez fait une culoplastie bilatérale. Mais c'est très rare avec une culoplastie unilatérale. Effectivement. So keep your questions coming. Please keep your questions coming. I don't know, is there Prof? Is Prof there? Prof, do you have any observation or you like me to give a summary of what our doctor presented in English? You can do that. I think, yeah, you can do that. I think it will help. So that the slides are, if there is any additional thing apart from what we saw in the slides, that would be okay. Well, as Prof has said, I will just give a little summary. I wasn't there from the very beginning. I came when she was talking about Millat's technique and Tennyson's technique, and I didn't listen to the other thing. But it looks she presented a rich amalgam of techniques that need to be done that you can do for cleft surgery. And when I had to talk about the various advantages and disadvantages of every technique. And I just have one thing to ask Dr. Chides. Dr. Chides, vous êtes là? Oui, je suis là. Je vais vous poser une question. Oui. À votre point de vue, quelle technique que vous avez trouvée qui est plus simple pour vous, que tu fais couramment dans votre centre? Dr. Chides, after your rich presentation, what technique do you frequently do in your center? Mais moi, j'utilise la technique de Millar. Hein? J'utilise la technique de Millar et j'utilise la technique de Tennyson. Mais Millar et Tennyson, j'utilise Millar. So she says in her center, she frequently does the Millar technique. She finds that much more easier to go when you have experience on it. She does Millar and Tennyson. There is another comment again. He says, the simplest to do is Millar, in my opinion. That is Dr. Sabo who is making that comment. That the simplest technique to do for him is Dr. Sabo. And Dr. Osese, la plus facile est de... well, Dr. Ose is saying the most simple is the one you know how to do best. The one you have mastered and you can do is the one that is the most simplest for you to do. Please keep your comments coming. And if you have any observation, we would like to know your observation on this. Allô, Dr. Chides? Oui, je vous écoute. Je vous écoute. Dis-nous un petit peu là. Et la technique la plus fréquente avec le plus de complications pour vous, c'est quelle technique? Dr. Chides, can you tell us amongst the techniques you've presented, which one is much more liable to have more complications in these techniques that you've presented? Avec moins de complications. Avec plus de complications. Pour les fentes unilatérales. Plus de complications et moins de complications. Avec plus de complications. Oui. Mais moi, je pense qu'à un moment donné, avec le temps, quand on est devant un malade, on cherche la technique, effectivement, qui va apporter le moins de complications possible. Donc, je ne pense pas que pour la lèvre, il puisse avoir plus de complications encore. Well, I think that for me, from what Dr. Sida is saying, that I think with every technique, there is an indication. And you just have to look at the technique that can go for that patient. And that is the technique you should be able to do. That in terms of complications, which has more complications, it all depends on what technique you want to do for that particular patient. Yes. Est-ce qu'on ne devrait pas choisir la technique selon la dimension de la lèvre? This is coming from Dr. Ose again.
est-ce qu'on ne peut pas, on ne devrait pas choisir la technique selon la dimension de la fente? Do we Bien not sûr. choose our techniques based on the width or dimension of widening of the cleft? Mais bien sûr, il y a plusieurs types de fentes par rapport à la forme anatomique. On regarde, il y a des éléments qu'on recherche dans une fente. Et c'est ce qui nous indique quelle technique nous allons utiliser par rapport à la position de l'os alvéolaire déjà, des fragments alvéolaires, par rapport au fait que la fente soit incomplète ou complète. Il y a des fois aussi des formes fustres. Et c'est tout ça dès le départ, quand on regarde le malade vient nous voir, c'est pour ça qu'on regarde d'abord le malade. Et par rapport à ce qu'on voit, on définit la technique qu'on va utiliser. Et moi, j'avais aussi mon maître qui me disait chaque fois, la technique, comme on dit, vous venez de dire tout à l'heure, la technique dépend du praticien. Là où il se sent à l'aise dans sa technique, il fait sa technique. Comme on a vu tout à l'heure, il y a plusieurs types de techniques. On a vu le mesurier, on a vu Tennyson, on a vu Millard. Mais à un moment donné, en regardant toutes ces techniques, en utilisant, on voit qu'est-ce que je peux arranger par rapport à moi-même. Je peux dire Millard modifié par Claudette, par exemple. Si moi, en travaillant par rapport à mon expérience, j'ai remarqué que j'ai essayé de faire Millard modifié, mais il y avait quelque chose que je remarquais quelque part. Mais je peux modifier à ma manière. Je peux dire modifié par Claudette, entre guillemets, par rapport à mon expérience. Et par rapport à cela, chacun va se retrouver dans ce qu'il fait par rapport aux résultats qu'il aura fait. Moi, je me souviens de mon patron, quand il avait opéré, nous, on voit que c'était bien. Lui disait, vous voyez que c'est bon, mais moi, je vois quelque chose qui n'est pas bon là, mais que vous ne voyez pas. Et je vais arranger progressivement, prochainement. Et c'est comme ça. Et au fur et à mesure, on voit des choses que les autres ne voient pas. Toi-même, tu sais que c'était pas trop bien là. Mais le parent, il est content, les gens sont contents autour. Mais toi-même, intérieurement, tu sais que prochainement, je vais essayer de modifier ce niveau, à ce niveau. Donc, au fait, c'est une expérience personnelle. Avec le temps, on remarque des choses qu'on essaie de corriger soi-même progressivement. Et après, bon, écoutez, c'est ça, quoi. Okay, now let me explain what Dr. Chidas has just said. She said, Dr. Ose, you are correct. The technique you use will depend on two very important things. First is your examination of the patient. It depends on what you see on the patient. Is it a complete lip? Is it an incomplete lip? What's the size of the lip? And so many things that you look into it before you decide on what technique you are going to use. Secondly, it also depends on the experience of the surgeon. The more the surgeon is experienced in one technique or what the surgeon gets used to, that is what the surgeon is going to do. Even at that, it also depends on the results that the surgeon is having. If the surgeon does the technique and the result is not good, he continues to improve on that technique until he's able to be satisfied and say, oh, this is the technique I'm going to do because I have improved on it and I can really master how to do it. So it depends on the pathology you're seeing. It depends on the cleft you're presenting with. It depends on the experience of the surgeon. Now, we also have some other questions coming in. Is there any scientific explanation as to why we have more cleft lip in Caucasians, 1 in 750 births, compared to the one of Africans, 1 in 200 births? Est-ce qu'il y a une raison scientifique pourquoi on a plus de fentes chez les blancs que chez le noir? Parce que chez le blanc, c'est 1, l'africain, c'est 1 sur 750, pourtant que chez le noir, les africains, c'est 1 sur 2000. Est-ce que vous avez une raison pour ça? Je ne peux pas dire qu'il y ait une raison pour ça. On pourrait aussi demander pourquoi chez les Asiatiques, il y en a plus encore. Chez les Asiatiques, il y en a plus encore. Donc, qu'est-ce qu'on dira alors? Donc, on connaît les causes. On sait qu'il y a des facteurs héréditaires, les facteurs génétiques, et on sait qu'il y a des facteurs environnementaux.
Mais non, pourquoi est-ce que dans une race, il y en a plus que dans l'autre? Vraiment, je ne saurais répondre. Je ne pourrais pas dire à quoi c'est dû. Vraiment, je ne pourrais pas. Okay, Dr. Chida says she does not really know why, but you can see that with Asians, they have more clefts than Africans, and we can still not explain why, and she doesn't really know. Prof, is Prof there? Prof, can you do you have anything to say about this? Professor Debola, is Professor Debola there? Professeur Debola. Where I see that Professor Debola is not on the line. Does anybody in the forum have a reason why the Caucasians have a higher incidence than Africans? Well, while we are waiting, I can attempt to say something. Well, I think if you look at the factors that cause clefting, you will see some factors such as smoking. You will see things such as alcohol. You see things such as drugs, hard drugs, and you see things such as chemicals that are found in the environment. And these things are more frequent amongst the Caucasians. There are a lot of Caucasians who smoke. A lot of Caucasians who smoke. I remember my days in Belgium. In fact, there is no day my colleagues will not take about 5 to 10 sticks of cigarettes. And Caucasians, there are a lot of them who drink, and there's a lot of chemical exposures in their environment because of the high industrialization. Maybe these are some of the factors that explain why Caucasians have a lot of higher incidence of clefting. I don't know. As I said, it's just I'm just an allusion. Does anybody have anything to say? Well, somebody is saying, Dr. Ajeke Sonde says there is underreporting in Africa. Dr. Ebenezer Nenkam says, IFO, well, I think he's asking a question. Dr. Nemkang is asking, is it not possible to operate cleft children at the age of 2 months? Est-ce que c'est pas possible d'opérer les enfants à l'âge de 2 mois? Dr. Chidas? Merci. Vous savez, en chirurgie pédiatrique, on opère même un enfant à 1 jour. C'est vrai, non? En chirurgie pédiatrique, on opère même un enfant à 1 jour. Si c'est une urgence. Si c'est une urgence, même à un jour, on opère un enfant. Mais pour moi, je pense que la fente labiale, ce n'est pas une urgence. Et par rapport aux réalités sur le terrain, les services d'anesthésie et tout ça, l'anesthésie pédiatrique chez les bébés, pourquoi chercher à opérer un enfant plus tôt? Au moment où on peut attendre calmement et au moment opportun, en respectant au minimum la règle de 3-10. Pourquoi se presser? Pourquoi se précipiter? Le plus important, c'est de bien causer avec les parents, de les informer. Comme je dis tout à l'heure, on a eu la chance qu'avec Smile Train, on peut maintenant les opérer. Quand vous appelez les parents, vous leur expliquez l'importance de la chirurgie, que ça sera gratuit à tous les niveaux. Ils auront qu'à bien s'occuper de l'enfant, à ne pas le surprotéger, à ne pas avoir honte, que les vaccins soient à jour, que l'enfant soit bien alimenté au lait maternel. Mais les parents vont attendre calmement. Sûrement, ils seront très contents de bien s'occuper de leur enfant. Et au moment opportun, en évitant toutes les contraintes que peut causer l'anesthésie générale, l'enfant sera opéré au moment opportun, dans les bonnes conditions. Et tout sera bien pour tout le monde. Pourquoi se précipiter? Je ne vois pas pourquoi se précipiter. Okay, Dr. Chidas. Mais pourquoi se précipiter? Je vois pas. I have a very serious problem here.
I think I misread Dr. Nenkam's question because I didn't quite exactly understand what he was saying. Dr. Mpoyo, Steve Mpoyo is saying, the question actually says, Dr. Ebenezer is saying, if we have in mind that tissues are still immature, is it not earlier to do surgery after 2 months? What he really meant to say is 2 months is too early for an operation according to him. Well, I still don't understand that question. But if I go with what Dr. Chidas has just explained, if we take the same question for 2 months of age, Dr. Chidas is explaining that the major problem is anesthesia, where we have seen on this forum that anesthesia is a very serious problem. And according to Smile Train, the best time for us to do cleft is at 3 months. 3 months is a good time when the hemoglobin is good and when we know that the child is able to support anesthesia. Well, Dr. Chidas, I want to say thank you very much. I want to read one last comment from my own prof, Professor Dave Tokumbo. He says, the etiology of cleft is both genetic and environmental. So we still have to find out. We have a lot of work. We know Smile Train has helped us a lot. And now we are on our feet. We have to find out. We have to do true reporting of clefting in Africa. And we have to find out why our clefting is below, the frequency, the incidence is below that of the Caucasians. Dr. Chidas, thank you very much for your brilliant presentation. We hope to see you again another time. We are proud to have you in CEMAC zone. Oh, CEMAC. We are proud to have you in CEMAC zone. Congratulations. Merci, Dr. Chidas, pour votre présentation. C'était brillante, c'était merveilleux et vous avez répondu à des questions très, très pertinentes. À ce moment, je vais demander à Wax et Smile Train de prendre le relais. Merci beaucoup, Dr. Wax and Smile Train takes over from here. Thank you. Smile Train, over to you. Wax, over to you. Thank you very much. This is Philip Shelboala, the Secretary General of West African College of Surgeons. I really enjoyed today's presentation. Very excellent talk. Moderation was good, kept us engaged. I think that's been like this in the past 12 weeks. We have come to the end of the first lap, but indeed it continues with more exciting topics. I wish to say that for those of us who require points for medical education, the information will be out there. You submit your information so you can prepare your points. We should still remain tuned to this. We want to thank Smile Train. They've done a great job keeping us entertained, keeping us educated even in these circumstances. And we look forward to more. Thank you, Smile Train. Thank you, West African College of Surgeons. Thank you, SG. Another session is going to start next week, Monday. And we hope that it will be as exciting as this first session. So stay tuned and stay connected. Dr. Chidas, thank you for a beautiful presentation. God bless. Thank you very much. Merci.